Bienvenue aux 20h sur la chaîne africaine de télévision. Ils sont plus de 2 millions à s'inscrire sur le fichier électoral au Burkina Faso. Newton Ahmed Barry livrait ces chiffres hier lundi au cours d'une rencontre bilan de l'organisation du processus électoral. Les populations d'une vingtaine de communes n'ont pu être enrôlées à cause de la situation sécuritaire. Et qu'est-ce que la CENI envisage donc faire avant le 22 novembre? Vous entendrez son président dans ce journal. Appelez-le désormais le maréchal Idriss Déby Itno, le chef de l'État tchadien, porte ainsi ce titre honorifique. Il a été élevé à ce grade ce mardi, jour où le pays célèbre le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance, titre qui crée déjà la polémique au sein de la classe politique tchadienne. Explication tout à l'heure dans cette édition. Au Burkina Faso, la saison des pluies rime le plus souvent avec des inondations qui arrivent par la mauvaise utilisation des canaux d'évacuation. Vous allez le voir plus en détail, les conséquences de ces actes peu appréciables sur des habitations à quelques encablures du barrage de Tanguin, c'est dans la ville de Ouagadougou. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir et bonsoir à tous. On l'a appris cet après-midi même, le grand imam de Djibo, dans la région du Sahel au Burkina Faso, a été enlevé par des hommes armés. Ce chef religieux serait de retour de Ouagadougou dans un car de transport en commun à bord du véhicule. Le septuagénaire a été pris de force par ses ravisseurs et conduit dans un environnement inconnu. Il nous revient aussi que depuis une semaine, le blocus a repris sur ce tronçon Namsigia et Djibo, empêchant de ravitailler la ville en vivres. Les hommes armés pratiqueraient systématiquement les contrôles des cartes nationales d'identité burkinabé de tous les passagers. On rappelle aussi que le grand imam est celui-là qui s'était opposé à Malam Diko. L'imam a également échappé aux balles en 2017 lorsque des individus ont mitraillé une nuit son domicile. Et pour être tout à fait complet sur le sujet, notez que les forces de défense et de sécurité burkinabé ne dorment pas aussi sur leur laurier. Les FDS ont mené une contre-attaque le 4 août 2020 dans un quartier périphérique au nord-est de Namsigia, dans la région du centre-nord. La riposte a permis de, bien sûr, neutraliser plusieurs assaillants qui étaient venus attaquer les militaires. On enregistre aussi 2 blessés du côté des FDS. Information révélée par l'armée burkinabé dans son point de la situation hebdomadaire des opérations de sécurisation. Près de 67 milliards de francs CFA, c'est le montant mis à la disposition de la CENI pour l'organisation de la présidentielle et des législatives au Burkina Faso, montant donné par Newton Ahmed Barry, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Hier lundi, il livrait le bilan de l'organisation du processus électoral et les grandes articulations du chronogramme relatif aux élections de novembre prochain. Il est ressorti également que les populations d'une vingtaine de communes n'ont pu être enrôlées à cause justement de la situation sécuritaire dans ces différentes zones. C'était en présence de l'ensemble de la classe politique et des organisations de la société civile. Ahmed Nanima. La révision du fichier électoral étant terminée, le président de la CENI se prête à un exercice de redevabilité auprès des partis politiques et des organisations de la société civile. D'après les statistiques, l'ensemble des régions et des provinces, 94% des communes et 83% des villages ont été couverts. Du point de vue de la couverture au niveau à l'extérieur, nous avions donc 22 ambassades et consulats éligibles. Nous avons couvert les 22 ambassades et consulats. Au niveau national, nous avons donc 13 régions, nous avons couvert les 13 régions. Nous avions 45 provinces, nous avons couvert les 45 provinces. Nous avions 351 communes, nous avons couvert 330. Donc il y a 22 communes où on n'a pas pu aller, ce qui représente donc 14% de couverture. Ces résultats obtenus sont du fait de l'insécurité, mais aussi de la crise sanitaire. De ce fait, 22 communes n'ont pas pu se faire enrôler. Elles concernent les régions de la boucle du Mouhoun, du centre-nord, de l'est, de la région du nord et du Sahel. Dans la région du nord, la province de Yatenga, une seule commune n'a pas été couverte, c'est la commune de Caen. Dans la région de l'est, dans la région du Sahel plutôt, dans la province du Soum, nous n'avons pas couvert 6 communes. La commune de Baraboulé, Kelbo, Koutoukou, Nassumbu, Tongomayel et Diguel. Enfin, dans la région du Sahel toujours, dans la province de Yaga, nous n'avons pas couvert la commune de Mansila,
Les prochains jours du processus électoral vont être marqués par le parrainage des candidats à la présidentielle. À cet effet, un guichet de délivrance d'attestation de parrainage sera mis à la disposition des prétendants à la magistrature suprême dès le 17 août prochain. Pour plus de transparence lors des scrutins à venir, la CENI innove dans la démarche de publication des résultats. En intégrant un certain nombre d'éléments de surveillance, c'est-à-dire en faisant d'un certain nombre d'acteurs des membres à part entière de la commission de compilation, et puis en édictant un certain nombre d'éléments de protocole par étape qui permettent que tout le monde puisse suivre le processus de compilation. Et au final, la publication devrait se faire, les résultats de commune par commune, une fois que c'est validé par la plénière des commissaires. Donc ça introduit quand même des éléments nouveaux de transparence. Cependant, des inquiétudes sont émises par les parties prenantes à cette rencontre entre l'institution en charge des élections et la classe politique. Certains pensent qu'il faudrait davantage inviter les candidats à prôner la paix au regard des enjeux de ces élections. Il faut que la CENI arrive à mettre ces hommes politiques-là autour d'une même table, à leur faire savoir, voilà leur partition, voilà la vôtre. Qu'eux-mêmes puissent savoir que leur attitude, leur comportement en période électorale est significatif. Et que le discours électoral a son importance. Que ces hommes politiques-là ne mettent pas feu au pays. Qu'ils sachent qu'ils ont hérité d'un pays et qu'ils doivent également le laisser aux jeunes générations dans la paix, la concorde et la convivialité. Une exception est faite à une catégorie de personnes de pouvoir encore s'inscrire sur le fichier électoral. Il s'agit notamment de fonctionnaires burkinabés travaillant dans les ambassades de retour chez eux après la phase d'enrôlement. Au terme des élections, la CENI a au maximum 7 jours pour publier les résultats. Le nombre total des nouveaux enrôlés est de 2 376 100 burkinabés, dont 42% représentent les femmes et celui des hommes est de 58%. Nous restons encore dans le chapitre politique pour parler encore d'élections. Le Conseil provincial d'appréciation des candidats à la candidature du MPP aux élections législatives du 22 novembre de la province du Kadiégo s'est tenu ce week-end à Ouagadougou. Et les militants du Kadiégo ont porté leur choix sur Alassane Bala Sakandé, actuel président de l'Assemblée nationale, pour présider la liste du MPP Kadiégo. C'est donc une liste de 16 personnes pilotées donc par Alassane Bala Sakandé. Et de l'autre côté, ce même dimanche, Paul Kabatieba, ancien Premier ministre et actuel directeur général des caisses des dépôts et consignations du Burkina Faso, lui a été choisi comme tête de liste aux législatives prochaines par les militants du mouvement du peuple pour le progrès de la province du Sourou. Sur cette liste, dans le Sourou, bien sûr, il y a donc 3 titulaires et 4 suppléants. Ils sont encore sortis ce dimanche, ce mardi 11 août, des milliers de Maliens pour exiger encore la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les manifestants avaient fait une trêve de plus de 2 semaines. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, avait prévenu face à la presse que ce 11 août ne serait pas comme les autres cas. Ils ne rentreront pas chez eux tant que la démission de Ibeka n'est pas déclarée. C'est depuis donc le mois de juin 2020 que cette coalition de chefs religieux, de politique et de la société civile a entamé des manifestations pour le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, élu en 2010 puis réélu en 2015. Et c'est dans ce contexte que hier, lundi, les 9 membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment. Présent à la cérémonie, Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO, a fait un passage rapide chez l'imam Mahamoud Diko, meneur donc du M5, avec qui il a échangé sur la situation du pays. Le médiateur de la CEDEAO pour le Mali dit pouvoir comprendre que les gens organisent des manifestations, mais aujourd'hui, le monde entier sait qu'il y a des difficultés au Mali, et bien sûr, et qu'il tente d'aider le peuple malien et à les résoudre, bien sûr, ces problèmes. Et pour Goodluck Jonathan, il n'y a donc plus lieu d'organiser continuellement des manifestations, car en organisant ces manifestations, on expose principalement les jeunes, mais également les biens des Maliens au vandalisme. C'est presque impossible donc de maîtriser la foule, craint-il. Alors, il a donc invité les organisateurs des manifestations à faire preuve de retenue. Le ministre de la Justice, lui, a déjà donné le ton
péremptoire. S'il y a dérapage au cours de la manifestation, les organisateurs répondront devant la loi car personne n'a le droit de casser le pays, a-t-il laissé entendre. Le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno a été élevé au rang de marshal ultime niveau de la hiérarchie militaire. C'est ce mardi lors d'une cérémonie spéciale à l'Assemblée nationale. Ce titre honorifique lui est attribué également en ce jour où le pays célèbre le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Mais déjà, il faut noter qu'il y a une polémique qui s'installe. D'abord, maître Jean-Bernard Padaré, porte-parole du mouvement patriotique du salut, le parti au pouvoir estime qu'il est tout à fait normal que le président soit honoré le jour de la fête de l'indépendance. Mais pour l'opposant Saleh Kebzabo, président de l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, c'est un crime national que de faire coïncider cet événement avec l'anniversaire de l'indépendance du Tchad. Pour lui, suite à ce nouveau mode de fonctionnement, les Tchadiens vont chaque année plutôt privilégier le maréchalat et reléguer le 11 août 1960 au calendrier grec. C'est irresponsable et personne ne peut l'accepter, a-t-il ajouté. Le chef de l'État tchadien a été donc élevé au rang de maréchal par les députés de la majorité et ceux d'une partie de l'opposition en raison de la crise du Covid. Les autorités tchadiennes ont donc décidé de ne pas organiser le traditionnel défilé populaire, mais seulement une prise d'armes symbolique. Au Burkina Faso, les appels à soutien lancés par le président de l'Assemblée nationale pour lutter contre le coronavirus se poursuivent. L'Onatel, un réseau de téléphonie mobile et l'UEMOA offrent chacune 10 millions de francs CFA pour lutter contre le Covid-19 au Burkina Faso. Ce geste entre dans le cadre du Coronaton, une initiative de collecte de fonds bien sûr entreprise par l'Assemblée nationale pour renforcer la stratégie d'éradication du virus. La période de la collecte étant terminée, ces dons sont directement transmis au ministère de la Santé. Découvrez la suite avec Ahmed Nanema. Bien qu'étant clos, de nouvelles contributions interviennent dans le cadre du Coronaton pour mettre fin à la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. Ainsi, l'Onatel octroie la somme de 10 millions de francs CFA pour venir en renfort au corps médical. L'Onatel a répondu favorablement à l'appel du président de l'Assemblée nationale dans le cadre du Coronaton en mettant premièrement à disposition sa plateforme de mobile money MobiCash qui a permis à travers cette plateforme de collecter les contributions de l'ensemble de la population dans le cadre de ce Coronaton. Et en plus, l'Onatel vient aujourd'hui avec un chèque de 10 millions de francs CFA qui va permettre encore au ministère de la Santé de pouvoir lutter encore plus efficacement contre cette pandémie de Covid-19. Donc nous encourageons l'ensemble de la population à toujours préserver les gestes barrières et également à toujours être réceptif à tous les messages de sensibilisation pour que nous puissions vaincre définitivement cette pandémie de Covid-19. L'UEMOA, dans la même logique et dynamique, remet au ministère de la Santé la somme de 10 millions de francs CFA également pour faire face à la crise sanitaire. Ce matin, j'ai représenté le président de la commission pour remettre un chèque de 10 millions de francs CFA pour appuyer l'heureuse initiative du président de l'Assemblée nationale et de ses éléments de faire une collecte populaire de fonds pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Donc la commission est heureuse de pouvoir participer à cette initiative et de montrer que personne n'est insensible à cela. Ces gestes sont très appréciés par l'Assemblée nationale qui témoigne sa gratitude aux donateurs. Nous avons deux institutions qui ont répondu favorablement, à savoir la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la Direction générale de l'Onatel. Les dons qui ont été faits sont arrivés après la clôture de nos comptes et nous avons, en accord avec les deux institutions, décidé de la remise des chèques au ministère de la Santé qui poursuit donc la lutte contre le coronavirus. Et c'est pour cela que ce matin nous sommes retrouvés. C'est l'occasion pour moi, au nom du président de l'Assemblée nationale, de remercier les deux institutions pour ces gestes qui sont très importants, pour ces gestes qui sont d'une très grande portée. Le ministère de la Santé bénéficie également de dons en nature d'une valeur de plus de 14 millions de francs CFA, composés notamment d'huile, de savon et de spaghettis. Comme l'adage le dit,
il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et en parlant justement de coronavirus, la Russie annonce avoir développé le premier vaccin contre le Covid-19. C'est le président russe lui-même qui fait cette affirmation ce mardi lors d'une vidéoconférence avec des membres du gouvernement retransmise à la télévision. Vladimir Poutine assure que ce vaccin donne une immunité durable. Il ajoute même que sa fille avait été déjà vaccinée. Ces dernières semaines, les autorités russes avaient assuré la production prochaine de milliers de doses de vaccins contre le nouveau coronavirus et plusieurs millions dès le début de l'année prochaine. Le vaccin russe est baptisé Sputnik d'après le satellite soviétique et la production industrielle du vaccin russe sera lancée en septembre. Il sera mis en circulation le 1er janvier 2021 selon le registre national des médicaments du ministère de la Santé russe. 20 pays ont précommandé 1 milliard de doses du vaccin russe, mais en Russie, certaines voix s'élèvent pour questionner cette annonce du président Poutine. Terminons tout à fait avec le sujet du coronavirus. Les chiffres publiés le 8 août dernier par le service d'information du gouvernement du Burkina Faso fait état de 7 nouveaux cas, ce qui porte justement à 167 le nombre de cas actifs qui sont actuellement pris en charge. En attendant que l'OMS valide un vaccin, il va falloir vivre avec le coronavirus, même si la pandémie tend à être contenue. Mais à quand justement la fin de ce cauchemar qui aura marqué profondément le monde entier, fragiliser encore plus l'Afrique en 2020? C'est la question que pose ce reportage. L'Afrique voit rouge face à la pandémie du coronavirus. Le continent a franchi la barre du million de cas de Covid-19. Plus de la moitié se trouve en Afrique du Sud. Plus de 525 000 personnes sont atteintes. Si 360 000 sont guéris, il faut déclarer néanmoins la mort de 10 000 personnes. Sur le continent, certains pays affichent plutôt une bonne mine. C'est le cas du Botswana, du Togo, du Lesotho, de la Namibie, de l'Érythrée, de la Tanzanie, du Mozambique, de la Guinée-Bissau et de la Gambie affichent des chiffres. Le Burkina, pour sa part, affiche la couleur blanche et le rouge avec 1156 cas de personnes déclarées positives à la Covid avec un rapport de 984 guéris contre 54 décès. Mais il reste que le mal frappe fort à la poche et à l'économie. La pandémie fragilise les couches sociales les plus vulnérables. L'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré presque dans tous les pays va mettre les économies en berne et compromettre l'atteinte des objectifs de développement durable. À quand la fin du cauchemar? Là est la question. La perspective d'un vaccin n'est peut-être pas pour demain et qu'il faut apprendre à vivre pendant un certain temps avec le coronavirus, avec ses exigences, l'hygiène et le respect des mesures barrières telles que se laver les mains, porter le masque, éviter de se serrer les mains et respecter la distanciation sociale. Je vous emmène maintenant au Nigeria. Un tribunal islamique de Kano, dans le nord du pays, a condamné à mort un musicien. C'est un jeune artiste de 22 ans du nom de Yahya Aminou Sharif. Il est accusé d'avoir insulté le prophète Mohammed dans une chanson qui a été diffusée sur les réseaux sociaux en mars. La chanson avait soulevé une levée de boucliers à Kano, mégalopole du Nord. Des habitants en colère avaient incendié le domicile familial du jeune artiste avant de manifester devant le poste de police islamique, estimant que les autorités locales ne faisaient pas leur travail pour préserver la charia. Yahya Aminou Sharif a été interpellé et traduit ce lundi 11 août devant le tribunal lors de son audience justement qui s'est déroulée à huis clos. L'artiste a plaidé coupable. La sentence est tombée dans la foulée comme un coup près, condamnation à mort. Le musicien devrait être pendu. Il peut encore faire appel de cette décision. Ce jugement a rassuré les manifestants à Kano qui estiment que cette condamnation a valeur d'exemple. Ce n'est pas le cas sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes expriment ainsi leur incompréhension concernant l'application stricte de la charia au moment où les autorités réintègrent près de 600 personnes de Boko Haram qui se sont repenties. D'une condamnation à une autre, 3 jeunes civils burundais sont condamnés à 30 ans de prison pour attentat contre le président. Mais devinez de quel attentat s'agit-il? Eh bien, ils auraient en tout cas jeté des pierres sur le cortège du président Evariste Ndayishimiye. Les faits se sont déroulés le mercredi dernier.
3 pierres ont été donc lancées sur le convoi du président depuis une station-service selon la procureure du Kayanza. La première a touché un policier de la garde présidentielle, la deuxième le pare-brise d'un véhicule et la troisième est passée au-dessus du cortège d'une cinquantaine de voitures selon l'accusation. 5 suspects ont été arrêtés également dès mercredi soir, dont 2 relâchés rapidement. La procureure avait donc requis 7 ans et demi de prison contre les prévenus effrayés et totalement dépassés qui ont donc comparu sans avocat selon des témoins. Sachez que parmi les accusés figure une jeune fille. Dernière vidéo, dans ce 20h, nous sommes bien sûr entrés de plein pied dans la saison des pluies qui ont déjà causé des dégâts et des pertes en vie humaine par endroits. En dépit de cet état de fait, une habitude persiste, celle de jeter des ordures dans les caniveaux. Ces voies se trouvent totalement obstruées, n'arrivent plus à drainer les eaux. Et bonjour, bien sûr, les dégâts. Je vous emmène donc à proximité du barrage de Tanguin, c'est à Ouagadougou, pour un petit constat sur l'état des caniveaux. C'est avec Gildas Da et Achille Ouedraogo. Des bouteilles, chaussures et autres détritus entassés. Ce n'est pas une poubelle. Il s'agit de l'intérieur d'un caniveau. Caniveau totalement obstrué du fait de l'homme. Nous sommes pourtant au quartier Somgandé, à un jet de pierre du barrage de Tanguin. Et l'état dangereux de ce caniveau met les riverains dans tous leurs états. Ici, là, le fossé, là, il y a plein de ordures là-bas. Donc, je voulais qu'on arrive à venir enlever ça. Pour que, puisque si la pluie tombe comme ça, là, l'eau, là, ça déborde tout comme ça. Et puis, on ne pouvait même pas rentrer dans la mairie, ni venir jouer le PMU, là. C'est à cause de ça que je veux qu'on enlève les ordures, là, et puis laisser le passage. À 2 pas de là, comble de l'ironie, une mairie, celle de Nongor-Massom, et quelques mètres plus loin, un grand hôtel de la capitale. Les propriétaires de l'hôtel devraient trouver les gens pour ramasser les ordures. Ils peuvent voir avec la mairie le ramassage des ordures à proximité de l'hôtel. Quelquefois, les crocodiles se retrouvent aux abords de la voie. Tout ça à cause des ordures qui bougent tout. Et à cause de cela, quand il pleut, l'eau déborde jusqu'au goudron. Pour preuve, les abords du barrage de Tanguin gardent les traces de ces actes inciviques. Des ordures amoncelées en bordure de voie. Et en cette saison d'hivernage annoncée comme des plus pluvieuses, les risques d'inondation sont très élevés. Il est plus que jamais temps de nettoyer et déboucher ces caniveaux pour éviter que Ouagadougou ne sombre à nouveau dans un remake du 1er septembre 2009. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, donc, pour d'autres actualités, certainement, ça sera avec Alain Koulibaly. Portez-vous bien et excellente soirée.